super. Aussi. Ouais, Merci. Les intergalactiques surtout. Et Donc merci à Roland d'avoir accepté aussi Absolument. voilà. Donc d'échanger avec nous. merci Roland d'être là. On peut l'applaudir quand même parce que il vient de loin. Il vient de loin. Il vient de loin. Et une ferveur pour la science et la science-fiction aujourd'hui, ça fait chaud au cœur. Nous sommes représentants du podcast Mana et Plasma et qui parle des cultures de l'imaginaire. Et on a quelques personnes cultivées en sciences qui ont beaucoup apprécié votre livre, Roland. Et donc, c'est parti, on attaque, science-fiction, Roland Lehoucq. Donc, question d'introduction, on va commencer tout doucement. Ce ne sera pas trop compliqué. Donc, est-ce que vous avez toujours voulu devenir astrophysicien? Et petit parcours d'études vite fait, ça sera pour présenter. Oui, alors on ne va pas y passer trop de temps, ce n'est pas super important. Mais oui, alors j'ai effectivement toujours voulu faire des sciences. Alors c'est un souvenir que je n'ai pas dans ma propre mémoire, mais qui m'est raconté par mes parents, qui m'a été raconté par mes parents, qui me disaient que quand j'avais 6 ans et qu'on me demandait qu'est-ce que tu veux faire comme métier, je disais je veux être savant. C'est large, c'est ambitieux. Et finalement, j'ai fait de l'astrophysique. Enfin, j'ai pu faire des sciences professionnellement, et notamment de l'astrophysique, qui est aussi une discipline qui m'a beaucoup intéressé, parce que je fais de l'astronomie. J'ai fait de l'astronomie d'amateur, donc découvrir le ciel comme un enfant, quand j'ai commencé vers 9 ans à peu près, où j'ai commencé à découvrir le ciel comme un jeune astronome, enfin, même pas astronome vraiment. Enfin, Saturne, notamment. Oui, exactement. Ça a commencé parce que j'ai découvert Saturne. Bon, je vous raconterai ça un autre jour. Mais il faut le savoir, j'ai découvert Saturne à 9 ans. Voilà. On a devant nous le monsieur qui a découvert Saturne. Je vous raconterai ça, c'est rigolo. Vous avez découvert, vous avez compris qu'il y a des guillemets à mettre autour, mais c'est ça l'idée. Mais bon, bref, je vous raconterai. On va pas prendre, sinon on est foutu. Voilà, oui. Mais et donc la science avant la science-fiction. Alors la science avant la science-fiction, sans problème. C'est-à-dire qu'il y a parfois effectivement des scientifiques qui disent qu'ils ont lu de la science-fiction jeune, et puis qu'ils ont eu un goût pour les sciences, c'était des bons élèves, les sciences leur ont plu, puis finalement ils ont fait des sciences, et ça tombait bien parce que ça collait bien avec leur goût pour la science-fiction finalement, qui est arrivé un peu au début. Moi c'est vraiment l'inverse. Il y a des scientifiques aussi qui n'aiment pas du tout la science-fiction, hein. Mais moi j'ai plutôt aimé les sciences, et quand j'ai vers 13 ans, il y avait des bouquins. Mon père était lecteur de science-fiction, et dans sa bibliothèque, il y avait donc des livres avec des couvertures sympas. J'en ai ouvert un, j'ai lu, dit ah ouais, ça c'est bon, c'est ça que je veux lire. Les trucs là, Tintin, tout ça, c'est fini les conneries, mais non, ça c'est de la bonne. Mais c'était pas Jules Verne. C'est pareil en BD. Alors ça c'était pour la lecture. Voilà. Pour côté BD, c'était plutôt. Je suis tombé sur un Druillet dans la bibliothèque municipale. J'ai ouvert Druillet, dit ah bah voilà, ça c'est bon, ça on va lire ça. Lon Sloan, Ouais, les ça, voyages de et Lon puis Sloan. les Möbius, les Bilal, enfin voilà, quand je suis tombé là-dedans, je dis voilà, ça c'est de la bonne. Là, les trucs avant, la Tintin, le Scrameustache, tout ça, allez, dégagez-moi tout ça. Pas Yoko Tsuno quand même. Non, Yoko Tsuno, non. Ah, Yoko là, Tsuno. ça va faire plaisir ça à quelqu'un. Yoko Tsuno. J'entends les soupirs de soulagement dans l'audience. Yoko Tsuno, on touche Ça pas. va. Voilà, ça, Yoko Tsuno, on garde. Et donc, voilà, donc je suis tombé dans la science-fiction ensuite, et ça m'a plus lâché ensuite, même s'il y a eu, disons, des hauts et des bas. Notamment quand j'étais en classe prépa, il y a eu des hauts parce que j'avais 2 heures de train ou 1 heure et demie de train pour aller à mon lycée. Et donc je lisais de la science-fiction dans le train plutôt que de travailler dans le train. Je n'arrivais pas à travailler dans le train. J'ai des collègues qui arrivaient à faire ça, des copains, mais moi je n'arrivais pas à travailler dans le train. Donc je lisais de la science-fiction. Donc j'en ai lu beaucoup à ce moment-là. Et puis ensuite, après, ça permet de parler aussi du parcours. Quand j'ai pu intégrer l'école normale à Paris, là j'ai découvert un monde. Il y a un truc qui s'est ouvert devant moi, j'avais l'impression de savoir plein de trucs, et puis d'un coup j'ai dit ah ben non, finalement il y a tout ça à savoir. Et donc je me suis intéressé à plein d'autres choses, notamment avec des collègues étudiants qui étaient en philosophie, en histoire ou je sais quoi. Et là j'ai réalisé à quel point j'étais ignorant dans ces choses-là, et il y avait des choses passionnantes. Donc j'ai lu beaucoup d'essais et beaucoup de choses concernant disons d'autres disciplines que les sciences, en plus de faire des études scientifiques pendant ces 4 années-là. Et j'ai repris le goût de lire de la science-fiction, pas le goût, mais la lecture de la science-fiction après une interruption, disons, de quelque chose comme 4 ans, où en fait, dans ces 4 années-là, j'ai l'impression qu'il s'est passé des milliards de trucs, et c'est là, ça permet aussi de me brancher sur le Bélial, par exemple. Pourquoi je collabore avec les éditeurs Le Bélial, qui ont été forgés, les éditions Le Bélial qui sont nées dans les années 96, peut-être, quelque chose comme ça. Dans les années 96. 96. Et c'est à ce moment-là où moi, j'ai fini tout ça, ma thèse est finie, et puis je commence à relire de la science-fiction, mais j'ai découvert des trucs. Je
Je découvre Serge Lehmann, par exemple. J'ai dit, putain, mais c'est dingue, il n'existait pas il y a 4 ans, et il y a ce truc incroyable, cet auteur incroyable que je découvre, et d'autres, Jean-Claude Dugnac et tout un tas d'autres, Claude Eken, que je découvre. Je dis, mais, non, mais c'est dingue, je ne les avais jamais vus avant, et là on les voit, qu'est-ce qui s'est passé en 4 ans? Donc je relis de la SF. Il y a une revue de SF, il y en a même 2. Il y a Galaxy, il y a Bifrost. Je dis, mais c'est dingue, mais avant il n'y avait rien. Enfin, moi je lisais les revues de mon père, les Galaxy super vieux des années 70. Qui avait beaucoup de succès, qui tirait à beaucoup de 50 000 exemplaires. Bien sûr, qui était un truc incroyable, incroyable. Et donc moi j'avais tous ces vieux trucs-là que je lisais comme ça, mais j'avais l'impression qu'il n'y avait plus de revues de science-fiction. C'est incroyable, il s'est passé des trucs. Et donc c'est comme ça qu'en voyant Bifrost, le ton qu'ils avaient, et puis moi de l'autre côté j'avais fini ma thèse, j'étais embauché au CEA. Et donc j'avais envie aussi de faire un peu de vulgarisation scientifique, parce que j'en faisais quand j'étais plus jeune. J'ai fait de l'animation dans des camps d'astrophysique. J'étais animateur, j'étais jeune, pendant de 14, 15 ans, 16 ans, j'étais jeune, on va dire, enfin participant. Et à 17 ans jusqu'à 25 ans, j'ai fait de l'animation dans le même camp où j'étais jeune. Et du coup, j'avais envie d'écrire des choses. Alors, il fallait trouver des terrains de jeu. La science-fiction, c'est cool. Il y a le Bélial qui existe. Et j'ai proposé de faire cette rubrique science-fiction à ce moment-là, en disant, on va faire ça. Et Olivier Gérard m'a dit, OK. Il avait 25 ans, la revue avait 3 ans. Voilà. Et il avait 25 ans, la revue avait 3 ans. Mais j'étais comme ça, je prends mon téléphone. Bonjour, monsieur Bélial. Bonjour, monsieur. Je pense qu'il manque une rubrique de science-fiction dans votre excellente revue. Ça ne va pas du tout. Et je me propose de l'écrire. Pas de problème. Qu'est-ce que vous proposez? Blabla. Et... numéro 13 du Bélial, de Bifrost, j'avais déjà un article dedans. Et c'était mon terrain de jeu, ça a été mon terrain de jeu littéralement d'écriture. Et c'est venu dans un arc narratif, on dit chez les professionnels, qui vient depuis tout petit, entre science et science-fiction, et à peu près au même moment, avec un léger avance, enfin au sens temporel, pour la science, et la science-fiction quelques années après. Et étonnamment, dans les camps, c'était surtout pas trop sur la littérature, c'était plutôt le cinéma. Dans les camps d'astronomie? Oui. Non, dans les camps d'astronomie. Non, c'était un camp d'astronomie. Donc là, c'était vraiment pour des adolescents. Si, c'était des camps d'astronomie, c'est-à-dire pour des jeunes gens. Typiquement, les âges étaient entre 13 et 18 ans. Et pour des raisons, après, au-delà de 18 ans, ils étaient majeurs. Et en dessous de 18 ans, en dessous de 13 ans, c'était une autre fonctionnalité. Il fallait une autre organisation dans le camp, d'autres méthodes pour la sécurité des enfants, pour la gestion. Il fallait plus de... Bref, 13-18, c'était un créneau où on pouvait gérer ça tranquillement. C'était avec la Société astronomique de France à l'époque. Et là, on faisait de l'astronomie tout le temps. Ah oui, il n'y avait pas la... Non, il n'y avait pas de SF, il n'y avait rien, il n'y avait que de l'astronomie. Là, c'était vraiment de la diffusion, on apprenait de l'astronomie. Donc, c'est des camps d'ailleurs très formateurs, oui, bien sûr, on apprend des choses, mais aussi très formateurs pour d'autres choses, pour simplement la vie, la découverte du monde. C'était des camps assez cool, enfin, c'était vraiment sympa. Et en gros, les gamins, ils se levaient, ils n'avaient qu'une seule contrainte, c'est à midi, ils sont sur la table du déjeuner. C'est la seule contrainte. Bon, c'est des bons souvenirs en tout cas. Et après, ils font ce qu'ils veulent derrière. Voilà, donc en général, ils dorment l'après-midi. Enfin, ils dorment jusqu'à midi. Après, ils font de l'astronomie toute la nuit. Ils dorment là, puis ils font la sieste. Ils font des trucs, ils font des manips, ils font des photos, ils développent leurs photos, ils apprennent. Et on leur apprend plein de trucs. Donc c'était des écrans assez. Mais là, c'est pas là que ça a commencé justement cet appétit d'utiliser la pop culture pour. Non, c'est pas à ce moment-là. Moi, c'est l'appétit. Là, non, l'appétit pour la diffusion des connaissances et le plaisir de communiquer ce que je sais, ce que j'ai mis du temps à comprendre, pour lequel j'ai sué, et de se dire je vais essayer de diffuser parce que ça me fait plaisir d'expliquer ce que j'ai compris. Puis il y en a à qui ça fait plaisir d'écouter, de comprendre, et puis les yeux sont comme ça, on dit ah ouais, c'est super. Et ben c'est cool. Enfin, c'est un vrai moment de partage aussi. C'est pas juste vertical, c'est aussi un moment de partage. Et bien c'est né à ce moment-là, je pense. Et ensuite l'idée d'utiliser la science-fiction comme prétexte pour parler de science, ça c'est venu plus tard, mais c'est venu en fin des années 90, quand j'ai eu cette envie d'écrire quelque chose, de commencer à écrire des textes pour la vulgarisation scientifique. Et c'est venu, vous allez voir, de façon assez curieuse. Je peux vous raconter ça parce que l'idée, j'ai réanalysé ça récemment, parce que vous savez que récemment, il y a un grand vulgarisateur d'astrophysique qui est décédé, c'est Hubert Reeves qui est décédé en octobre dernier. Donc, grand vulgarisateur d'astrophysique, on ne peut pas le négliger. Alors, sa grande époque à Hubert Reeves, il a publié Patience dans l'azur en 1983, puis il a eu une grande période jusque quasiment les années 2000, enfin un peu avant les années 2000. Donc quand vous avez 30 piges, que vous êtes dans les années 95, et que vous dites tiens, j'écrirai bien des trucs sur l'astrophysique, vous dites ouais. Et Al Reeves qui prend toute la place, il est là depuis longtemps, il en parle bien, il est légitime. Avec un bel accent. Avec un bel accent. Et il n'y a pas que lui, il y a Jean-Pierre Luminet, il y a Marc Lachaiserie, il y a Michel Cassé, il y en a d'autres. Il n'y a pas beaucoup de femmes à cette époque dans la vulgarisation
astronomiques. Maintenant, il y en a tout un tas. Il y a une jeune femme qui s'appelle Mio Janvier, qui est une chercheuse qui vient d'avoir le grand prix de l'astronomie, du livre d'astronomie, là. Et l'année d'avant, c'était aussi une jeune femme qui avait eu ça. Donc on voit que les choses ont changé de ce point de vue-là. Mais en tout cas, il y avait ces boss. Et moi, j'étais là, comment je vais faire? Et donc, si on avait dû me dire en quoi Hubert Reeves vous a inspiré, la réponse est en rien, parce que j'ai fait de l'astronomie avant qu'il arrive. Et quand il est arrivé, j'en savais déjà assez par rapport à ce qu'il racontait. Et après, il m'a inspiré sur la façon de faire des conférences, sa mise en scène. Et enfin, il m'a inspiré parce que j'ai dit, je ne peux pas faire ce qu'il fait, donc comment je vais faire si j'ai envie de parler de science? Je vais essayer de trouver un truc, Ah, et si je faisais avec la science-fiction? Et donc c'est finalement en étant, entre guillemets, forcé, pas forcé, mais contraint par d'une part une envie de faire de la vulgarisation, d'autre part un terrain déjà occupé, si j'ose dire, pour l'astronomie, l'astrophysique, par des grands maîtres qui ont laissé des marques et qui ont marqué beaucoup d'esprits et qui ont été vraiment des très grands maîtres. Il y a eu André Braic aussi, un peu plus tard, qui est décédé en 2016. Et donc je me suis dit, je vais utiliser la science-fiction, parce que là, pour le coup, il n'y a personne. Et moi, ça me plaisait aussi, parce que je vais commencer à faire des petites analyses. Alors dans Bifrost, j'avais commencé à faire ça pour Bifrost. Et là, j'avais un vrai terrain de jeu, parce que je fais ce que je veux, quoi. Je veux dire, Olivier Gérald, il comprend rien, il comprend. Il me dit ouais, c'est pas mal, et puis hop, c'est parti, quoi. Au début, c'était c'est très c'était libre. tranquille, Ouais, c'était très libre, quoi. C'est presque du Donc j'ai pu affiner, fanzine. j'ai pu tester, j'avais un public résistant, au sens qui peut prendre des couilles. Au début, c'est pas achevé, enfin, c'est des textes pas forcément bien fichus, mais qui fait des retours, qui dit ouais, c'est pas mal, c'est une super idée, et puis c'est bien de faire cette rubrique, et puis ça motive, et puis on continue, et puis de fil en aiguille, voilà, c'est devenu plein de choses, dont la rubrique qui est maintenant la plus ancienne de Bifrost, et qui va, le centième épisode de science-fiction, c'est dans pas longtemps, là, enfin dans un an, je pense, il y aura le centième numéro, que je n'ai pas tous signé, parce que c'est ça qui était aussi plaisant. C'est pas que, encore une fois, c'est cette histoire de partage, cette histoire de ne pas être tout seul. On n'arrive jamais tout seul au monde, évidemment. On est de sa mère, de ses parents, mais on est aussi intellectuellement de plein de choses, de plein d'influences. Et donc, du coup, pour moi, c'est très important de pouvoir transmettre ça, aider, être là, pas simplement le Hook, il est là, mais on s'en fout, et avec plein de monde pour faire ça. Et donc dans science-fiction, ça a été l'occasion de, comme rubrique, de disons mettre le pied à l'étrier, en tout cas de faire des collaborations avec des personnes qui eux aussi avaient envie d'écrire, n'avaient pas de bac à sable, comme moi j'ai eu la chance d'en avoir un, des gens comme Frédéric Landragin, Fabrice Chemla. Il y a eu, ça y est, maintenant tous les noms partent. Tout récemment, il y a Alice Carabédian, mais qui est pas nouvelle. Alice Carabédian, elle a écrit ce magnifique Utopie radicale. Mais voilà, je lui dis, Alice, tu vas nous faire de science-fiction. Le numéro de Bifrost sur Ian Banks qui va sortir, ou qui est sorti déjà. Eh bien, tu vas nous faire, je lui ai dit, tu vas me remplacer à science-fiction, puis tu vas nous faire un truc philosophie politique et science-fiction. Tu vas nous vulgariser la philosophie politique grâce à Ian Banks. Elle m'a dit banco, et puis évidemment, elle a fait un article super. Oui, il n'y a pas que de la vulgarisation de sciences dures. Voilà, exactement. Il y a parce des que ça, sciences c'est humaines aussi. Moi, évidemment, je fais des sciences dures parce que c'est un peu ma formation, plutôt de la physique. Je sais un peu des choses en chimie, évidemment en biologie, mais je ne suis pas du tout évidemment expert dans ces disciplines. Et c'est aussi comme ça de rencontrer des gens comme Jean-Sébastien Steyer, aussi qui lui est anthropologue, et qui lui aussi avait envie d'écrire des choses autour de biologie, disons, et science-fiction, et qui connaissait bien la science-fiction. Et puis quand on s'est croisés, c'était le coup de foudre. On dit, lui, là, on va faire des choses ensemble. Et on a fait plein de trucs pour la science. On a écrit dans science-fiction, on a co-dirigé des livres ensemble. Et donc voilà, c'était un grand plaisir aussi comme ça de pouvoir finalement, comme cette rubrique elle se voyait, il y a des gens qui se sont dit on pourrait peut-être faire la même chose dans d'autres disciplines. Alain Musset aussi pour les villes et la sociologie. Bon voilà, c'était cette rubrique s'est vue et ça a permis de rencontrer des gens qui avaient la même ambition, parler de science-fiction parce qu'ils aimaient la science-fiction, parler de science-fiction pour parler de leur discipline, mais pour parler de la science-fiction aussi parce que c'est cool, quoi. Et donc il y avait ce mélange-là qui s'est fait et ça a permis de trouver tout un tas de gens et donc et de jantes aussi, on va le voir. Il y en a eu évidemment dans science-fiction et dans Parallax, si on parle un peu tout à l'heure du futur de Parallax. Oui, c'est une collection Parallax. Parce que du coup, Ouais. on va en parler après, mais voilà, on pourra évoquer ça après. Donc voilà, c'était la chance d'avoir ce bac à sable qui est devenu maintenant une institution, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais qui était un bac à sable, qui est toujours, d'ailleurs, pour moi, je le considère toujours comme un bac à sable, où je m'amuse à faire des choses qui m'amusent moi, en espérant que ça amusera les autres. Voilà.
Ouais, je pense que à propos de la collection Parallax, justement, Marc, tu avais une question particulière sur ce qui va arriver prochainement, Alors, si je me souviens bien. Effectivement, alors Parallax, je situe un petit peu pour tout le monde parce que je ne sais pas si vous êtes familière avec la collection. Donc c'est une collection qui est disponible de vulgarisation scientifique, qui est dirigée par Roland Lewis. Ça tombe bien puisque donc scientifique Parallax, il y a des ouvrages plutôt de sciences physiques avec la science de Dune. Il est. Zut. Est-ce que c'est bon là? C'est mieux. Oui, là c'est beaucoup mieux, parfait. Donc je reprends. Oula. Je suis vraiment désolé. Je suis absolument désolé. Du coup, il y a des ouvrages de sciences physiques dans Parallax, mais il y a aussi un petit peu d'ouvrages de sciences humaines, donc comme les deux essais. Alors comment parler à un robot, comment parle un robot et comment parler à un alien de Frédéric Landragin, où il y a c'est plutôt de la linguistique. Et effectivement, tu parlais, Roland, de l'ouvrage d'Alain Musset, qui lui est géographe de formation. Il est géographe et c'est un spécialiste des mégalopoles terrestres plutôt sud-américaines, parce qu'il parle pas couramment l'espagnol et il connaît très bien tout le Mexique, toute l'Amérique du Sud. D'accord. Et ma question, du coup, c'était est-ce que dans Parallax, il y aura davantage de territoires scientifiques qui vont être explorés, donc tels que, par exemple, la psychologie, la littérature, le droit même. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du futur de Parallax, si tu as le droit? Bien sûr, je vais en dire des choses. Et je peux parler aussi de l'état de la situation. Là, c'est le 10e, celui-là, c'est le 10e Parallax qui sort. Et il y a effectivement, alors j'ai pas fait les comptes, peut-être que je les fasse rapidement, mais il doit y avoir à peu près moitié-moitié, à peu près, mais sans doute 6-4, peut-être pas moite-moite, mais 6-4, entre, disons, sciences dures et sciences humaines, sciences naturelles et sciences humaines. Sciences humaines, il y a eu le bouquin de... Alors Landragin sur la linguistique, mais comme il a fait aussi du traitement automatique des langues, il a eu un côté comment parle un robot qui était plus technique, on va dire, plus informatique, on va dire. Et puis il y a eu Alain Musset sur les villes, il y a eu sur le cyberpunk un excellent bouquin aussi de Yannick Rumpala, et puis Hugo Balagamba aussi qui a fait un dictionnaire utopique de la science-fiction. Oui, c'est vrai que je l'avais oublié celui-là. qui est excellent. Donc on a essayé quand même de... Voilà. L'idée c'est les sciences, toutes les sciences et la science-fiction. Et de vulgariser, une collection de vulgarisation des sciences, toutes les sciences, en prenant en prétexte, si j'ose dire, de la science-fiction. En gros, le bouquin de Landragin, j'en étais très content, parce que d'abord c'est un bon livre, mais aussi parce que c'était la première fois qu'il y avait un bouquin de vulgarisation sur la linguistique, qu'il n'y en avait pas sur le marché finalement, indépendamment de Parallax ou de quoi que ce soit. Et en gros, c'est la linguistique pour les nuls, où tous les exemples viennent de la science-fiction. Donc c'est ça qui était assez sympa, même s'il y a quelques exemples qui ne sont pas strictement SF, mais il y a plein d'exemples de la SF. Et donc du coup, on va garder ça. L'idée de Parallax, c'est toujours vulgariser des connaissances avec de la science-fiction dedans, et ça peut être un peu plus large que la science-fiction, la littérature de l'imaginaire en général, mais la science-fiction en particulier. Et derrière, avec toujours l'idée d'utiliser à la fois les sciences naturelles et les sciences humaines. Donc dans le futur de Parallax, dans un ordre l'ordre que je vais donner là n'est pas l'ordre de sortie. Enfin, si, il y en a un qui va être l'ordre de sortie, puis les autres, c'est plus, ça va dépendre de quand les textes arrivent, mais qui sont déjà dans les tuyaux. Il y a quelque chose sur la chimie dans la science-fiction par Fabrice Chemla, et là, ça va être bien. Ça va être bien. Chemla, il avait écrit dans le Dune, dans le compendium sur Dune, dans tout sur Dune, en gros, dans le Dune, exploration scientifique d'une planète univers, qui était une exploration avec 10 auteurs et autrices, et qui mélangeait toutes les disciplines, encore une fois, ça allait de la philosophie des techniques à la physique des panneaux solaires photovoltaïques. Donc il y avait vraiment plein de choses traitées. Et là, Chemla, il avait fait le traitement de l'épice, la chimie de l'épice. Donc Chemla, il peut vous dire ce que c'est l'épice. Il a regardé très attentivement le bouquin. Il a dit l'épice, voilà les fonctions qu'il doit y avoir. Il n'a pas donné la molécule, mais il a une idée. Pas de spoiler. Il a une idée assez claire. Ça, c'est dans le bouquin sur Dune, c'était déjà dit. Et donc, du coup, c'est un chimiste qui connaît très bien la SF. Donc, ça va être un bouquin SF et chimie. Il y aura des choses sur la science-fiction et le droit. Le droit dans la science-fiction, ça, c'est prévu aussi. Il y a un bouquin que j'attends impatiemment, qui va être vraiment bien, je pense, et qui sera aussi très nouveau dans la thématique, qu'on n'a jamais vu nulle part en vulgarisation en général. Ça sera un bouquin de traductologie, donc de sciences de la traduction, d'Alice Ray, qui va nous faire quelque chose sur la traductologie de la SF, des mots de SF et du mot de l'anglais, parce qu'elle est spécialiste de l'anglais. Donc on aura quelque chose autour de la traductologie.
On aura des choses sans doute autour de la didactique. Et puis on fera aussi, alors ça comment dire, il faut aussi, il y a des bouquins, l'air de rien malgré tout, dans une collection. Et pour un éditeur, il ne faut pas que la collection soit certes super intéressante, mais qu'elle soit si peu vendue que ça coule l'éditeur. Alors c'est pas le cas de Parallax, ça ne coule pas l'éditeur. Et les ventes sont raisonnables, sont décentes, on est très content. Mais il y a quand même des hauts. Alors par exemple, faire des sciences avec Star Wars, c'est plutôt bien vendu. Voilà. Faire les robots, parler avec robots ou la ville dans la science-fiction, ça s'est vendu. D'accord. Dune, ça s'est bien vendu. Bon, alors vous voyez que c'est pas compliqué évidemment quand il y a une œuvre qui est si forte que ça touche au-delà du public, disons, habituel de la science-fiction et du public, disons, habituel de Bifrost ou du Bélial, eh bien, ça touche évidemment plus de monde et c'est toujours un peu souhaitable. Donc, on va certainement, on a prévu, c'est déjà dans les tuyaux, on va surfer sur la vague Avatar 3 et qui va sortir sans doute en fin d'année prochaine. Et il y aura quelque chose sans doute autour d'Avatar. Et cette fois-ci, ce sera encore un texte, ça sera intelligent, pluridisciplinaire. Ça ne sera pas un bouquin où le qui a écrit Avatar. Non, moi j'écrirai un truc, c'était hier, et puis il y en a plein, et on a une philosophe, une anthropologue, et quelqu'un qui va être spécialiste des plantes. Enfin, il y a plein de choses qui vont se dire sur Avatar. De tous les angles possibles. Voilà. Donc voilà, ça c'est un peu les projets. Alors ça arrivera dans un ordre un peu comme ça arrivera, sachant qu'il y a comme des contraintes éditoriales d'édition, qu'on n'en sort pas 50 par an non plus. Il faut le voir, Avatar 3, avant d'en parler. Il faut le voir, ouais, ça. Oui, mais moi je sais déjà ce qu'il y a dedans. Enfin, je sais déjà ce qu'il y a dedans parce que je fais des hypothèses. Comme ce qu'il y a dans le 2, c'était déjà prévu en voyant le 1. Je savais que je me disais que ce serait avec Landragin. Avec Extérieur, on a déjà réfléchi. On se disait le deuxième, il va nous faire dans l'eau. Là, il est sur la terre, il va le faire dans l'eau. Le troisième, je peux vous dire que ça va être je sens que ça va être dans le feu. Il va nous sortir des volcans. Et s'il veut faire un monde qui est réaliste, l'analyse de Avatar, c'est ce que je dis maintenant. Je le dis maintenant, vous voyez, je ne sais même pas ce qu'il fait dans Avatar 3. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas dans les volcans, dans le feu. Et deuxièmement, parce que la planète, c'est pas une planète d'ailleurs, c'est un satellite, c'est Pandora, qui orbite autour de Polyphème, qui est une géante gazeuse. Elle orbite si près, parce que rien qu'avec ce qu'on voit dans l'Avatar 1, on peut trouver l'orbite, enfin, je vous fais grâce des détails, mais on peut trouver l'orbite de plein de trucs. Et donc, elle doit être synchronisée rotation-révolution, et elle doit être en particulier, elle doit subir des forces de marée assez importantes de la part de Polyphème, au point qu'il est curieux que dans le premier, on ne voit aucun volcan. Il doit y avoir un volcanisme assez actif qu'on ne voit absolument pas. Donc, s'il veut être cohérent, il devrait mettre des endroits où il y a du volcanisme sur la planète. Et donc, comme il va faire l'eau, il a fait l'eau après avoir fait la Terre, il va nous faire le feu. Voilà, c'est assez logique. Et il y aura une trilogie avec une géante gazeuse derrière, donc l'air ou le gaz est derrière. Donc ça m'irait bien que ça soit sur le feu, le Avatar 3. On prend les paris. C'est le moment où il faut prendre des notes. Vous avez noté. Les navires suivants, ils sont dans la montagne et dans le feu d'une façon ou d'une autre. Voilà. Il faut prendre des notes. Et on reparlera peut-être tout à l'heure de l'unobtainium, qui est déjà évoqué dans science-fiction. Oui, alors l'unobtainium, qui est le métal pour lequel, alors dans le deuxième, ils vont plus pour l'unobtainium, apparemment ils n'en ont plus rien à foutre de l'unobtainium, et ils patatent les indigènes pour un autre truc avec des baleines et des trucs. Bon, alors, le troisième, ça sera Dieu sait quoi. Bon, bref, mais effectivement, l'unobtainium, qui est ce matériau extraordinaire qu'ils veulent le récupérer, que l'entreprise capitaliste et productiviste vient récupérer sur Pandora. Bon, bref, il y aurait plein à dire là-dessus, mais effectivement, il y a des choses à dire là-dessus. Donc, même quand c'est un matériau imaginaire qui est parfaitement unobtainium, enfin, tout est dit dans le mot, il y a quand même des choses à en dire. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est-à-dire que ça soit vrai, que ça soit faux, en fait, je m'en fous. Essentiellement, la science-fiction, c'est faux. C'est écrit dessus, il y a marqué science-fiction. Donc, c'est pas comme si il y a marqué fiction. Donc, les gens, les auteurs, les autrices font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, à la limite, c'est pas le problème, qu'il soit juste ou pas juste, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est que ce soit cohérent. Et ce qu'il faut, c'est que ça soit qu'on puisse débrancher, comme on dit, son module d'incrédulité, et qu'il ne se rebranche pas tout seul. Donc il faut que l'histoire soit cohérente, qu'elle fasse sens, et qu'il y ait des arguments, que ça soit de la science-fiction, qu'il y a une rationalité, quelque chose qui soit à l'œuvre de cognitif dans le travail de l'auteur ou de l'autrice. Mais du coup, que ce soit faux, que techniquement ce soit faux, c'est pas important, parce que si c'est faux, on va se demander pourquoi c'est faux, puis on dira comment on pourrait faire la même chose, mais plus plausiblement quand c'est possible. Et puis si c'est vrai ou plausible, si ça fonctionne, on peut l'analyser, discuter, tirer un fil et analyser, sortir de l'information qui n'est pas donnée dans l'œuvre, faire une mesure finalement, faire une sorte de petite épée, trouver la puissance d'un sabre laser ou la taille de l'orbite, le rayon de l'orbite de Pandora autour de Polyphème ou des choses comme ça. Tout ça, c'est dans le bouquin, si vous savez. Oui. Alors pas à Polyphème, mais il y avait dans d'autres, mais dans celui-là, il y en a d'autres. Alors effectivement, dans celui-là, il y a un certain nombre d'enquêtes qui sont menées aussi. C'est le genre que j'aime bien faire, c'est-à-dire on voit une scène et on se dit, est-ce que je peux tirer de l'information qui n'est pas donnée dedans ?
Remplir les trous, quoi. Remplir les trous, boucher les trous. Alors évidemment, on va en parler un tout petit peu après avec elle, Clément. Mais c'est des choses dont tout le monde se fout, quoi. La puissance sabre laser, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que ça soit cool, que ce soit brillant, il se passe des trucs, quoi. Qu'est-ce qu'on s'en fout que ça soit 1 milliard de watts? Mais moi, ça m'intéresse, voilà. Donc, je le fais. Il se trouve qu'il y en a qui disent « Ah ben oui, c'est une bonne question, finalement. » Alors, comme il y en a d'autres qui aiment ça, ben moi, du coup, j'ai tendance à continuer. Parce qu'en fait, c'est un peu ça, la procédure, la recherche scientifique, c'est un peu ça aussi. En tout cas, en sciences naturelles, c'est finalement essayer de tirer de l'information du monde qui n'est pas donnée explicitement. L'âge du Soleil, ou la durée de vie du Soleil, l'âge de l'univers, ou la formation des planètes, ou comment fonctionne je ne sais quoi, c'est pas donné comme ça. Donc il faut enquêter sur le monde et essayer de comprendre comment il fonctionne. Et, sauf que là, ce sont des mondes imaginaires. Donc la cohérence n'est pas assurée par défaut, comme dans notre monde qui est cohérent, évidemment automatiquement cohérent. Là, la cohérence n'est pas assurée par défaut, mais c'est pas très grave. On peut des fois creuser un petit peu, pas trop profond, mais un petit peu, et commencer à jouer et à utiliser finalement les outils mentaux de la science, de la physique et des sciences naturelles en général pour analyser ces œuvres, pour discuter, pour parler de ces œuvres. Avant qu'on avance peut-être plus avant sur science-fiction, il y a eu un autre moment qui reliait science et fiction au cours duquel on a eu l'occasion de se croiser brièvement l'année dernière dans votre actualité récente. C'était au cours de la résidence Amazonie Spatiale, qui est une résidence d'auteur qui a abouti là il y a quelques jours, cette semaine, à la publication d'un recueil chez Brajlon. Chez Brajlon, exactement. J'ai reçu, qui est magnifique, la couve magnifique. Les textes sont prometteurs, évidemment, parce que j'ai vu comment ça s'est fait. J'ai pas encore tout lu. Enfin, j'en ai au moins un que je connais, parce que j'ai collaboré avec l'autrice, qui est Céline Edgar. Mais faut que je lise les autres, évidemment. Et j'ai vu c'est un bel objet. C'est un bel objet, exactement. C'est un bel objet qui a été rédigé donc par une quinzaine d'auteurs et d'autrices qui ont été entourés et qui ont eu des contacts avec une cinquantaine d'experts du domaine du spatial. La thématique, ça a été d'explorer des futurs positifs de l'exploration spatiale à l'horizon 2075 à peu près. Et au cours des premiers jours de cette résidence, on a eu droit à une conférence de Roland Lehoucq qui avait pour thème le renoncement à l'exploration spatiale. Alors, est-ce que c'était important de venir porter ce message auprès d'auteurs et d'autrices à ce moment-là, en 2023, sur le fait d'envisager éventuellement qu'un futur possible et positif de l'exploration spatiale puisse être d'y renoncer? Oui, exactement. C'était important pour moi parce que ça fait partie d'abord de tout un cheminement intellectuel qui est beaucoup plus récent que mon goût pour l'astronomie, qui date de 2013, et qui s'est affermi au fil du temps. C'est sur sa question de rapport de l'humanité avec son environnement et avec ses techniques, très concrètement posée avec le grand problème, mais il y en a d'autres encore, disons du réchauffement climatique. Mais il y aura aussi toutes les questions de perte de biodiversité, de pollution variée, etc. Bref, de dégradation manifeste de l'environnement et d'habitabilité de la planète par une humanité qui est désordonnée, mais qui devient désordonnée à un point que ça finit par se voir de manière très concrète. Et donc moi, comme chercheur en astrophysique, dans un laboratoire d'astrophysique spatiale, sans être moi-même fabricant, si je veux dire, d'expériences spatiales ou d'observateurs spatiaux, on entend plutôt du côté, on appelle ça théorie du calcul, disons, de la simulation, eh bien, c'est des questions qui m'ont intéressé et pour lesquelles j'avais sous la main un certain nombre de personnes avec qui j'ai pu discuter et me documenter. Puis même au fil de ma carrière, j'ai pu voir un certain nombre de projets spatiaux se développer. Et donc la question se posait de se dire, après tout, puisque à l'aune de ce réchauffement ou de cette dégradation de l'environnement humain, toutes les activités humaines doivent être questionnées à cette aune-là, d'une certaine façon. Il n'y en a pas une qui doit échapper par dire « Ah, mais la physique ou l'astrophysique, c'est cool, et donc on pose pas la question pour l'astrophysique parce que c'est cool. On va la poser, ah ben oui, les pétroliers bien sûr, les fabricants de Camelot évidemment, etc., etc. Mais l'astrophysique ou la science, non, on pose pas la question. Ben justement, si, on pose la question. Il faut la poser. On peut pas faire l'économie de se la poser aussi soi-même, de faire cette attitude réflexive. Et donc c'était un peu l'aboutissement d'une réflexion et qui venait aussi parce qu'il y a ce collectif qui s'appelle Laboratoire 1.5, Labo 1.5, qui est un collectif de laboratoires de recherche, qui a plutôt de sciences naturelles, quelques laboratoires de sciences humaines. 1.5 comme le 1.5 degré, c'est fondé en 2015 à l'époque de la COP 21, avec le 1.5 degré en ligne de tir, en ligne de mire, essayons de ne pas dépasser 1.5 degré, mais c'est mal barré, de hausse par rapport à l'ère pré-industrielle. Et donc voilà, c'est dans toute cette dynamique-là.
Et moi, sur le spatial, où j'en sais un peu, sans en être je ne suis pas partie prenante dans le spatial, je suis ça depuis que je suis tout petit. Moi, j'aurai 15 ans, je serai maintenant à 15 ans quand j'avais 15 ans, et je verrai ce que fait le spatial maintenant, les muskeries variées et tout ça, je serai là, waouh, c'est super. Quand j'étais petit, la télé, ils arrêtaient l'émission pour dire la navette atterrit. Donc la émission s'arrêtait. Et il y avait des images transmises, on voyait la navette spatiale qui descendait, avec 2 chasseurs F-16 qui l'encadraient, qui descendaient, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, et qui descendaient, qui se posaient. Et moi, j'étais là, waouh, c'est super, quoi. Maintenant, la télé, sont contre-foot, tout ça, il faut aller sur YouTube. Et même maintenant, les agences diffusent en direct les tirs. Il y a des webcams, des GoPro, des machins, enfin, c'est des images incroyables. Je verrai ça avec l'âge de 15 ans, je serai, waouh, je serai ébahi. Et du coup, je garde toujours un morceau de mon cerveau qui est stupéfait par tout ça, qui est enthousiasmé par tout ça, et qui est vraiment, waouh, c'est cool. Mais non, maintenant je suis vieux, donc ça a beaucoup d'inconvénients, mais c'est un avantage, c'est que tu peux aussi des fois te dire un peu, essayer de maîtriser ton cerveau qui a 15 ans, puis dire maintenant on va essayer de réfléchir un petit peu, et donc parler dans cette gamme-là, et c'est pour ça que j'ai accepté de participer à Amazonie Spatiale. Je leur avais dit, quand ils m'ont contacté, il y a une agence qui s'est occupée de piloter la résidence des artistes pour les faire travailler, pour les accueillir dans un lieu, pour collecter les données, C'était Matrice. Matrice, une agence s'appelle Matrice, qui a, j'ai l'impression, en tout cas bien travaillé. Enfin, ça avait été, ils étaient tout à fait pertinent, tout à fait bon pour organiser ça. Et j'avais dit à Matrice, Simon Guirriet, qui était dans Matrice, j'ai dit Simon, je veux bien venir, mais moi je vais être désagréable. Enfin, je vais pas désagréable pour désagréable, je vais poser des questions désagréables. Voilà. Après, la réponse, elle est plutôt ouverte. Je vais poser des questions désagréables sur le spatial. À quoi ça sert, pourquoi on le fait, d'où ça vient, et rappeler quelques évidences, dès qu'on connaît l'histoire du spatial, quelques évidences, mais il faut les rappeler parce qu'il y a une histoire qui est racontée sur le spatial qui est très lénifiante. Et qui est assez logiquement, parce qu'ils veulent faire passer un gros système technique qui coûte une blinde pour un truc vachement cool, alors qu'ils ont dit brutalement, c'est quand même des missiles, d'abord le spatial. Les fusées, c'est d'abord des missiles. Donc c'est né comme ça, c'est des V2. Et après, il y a toute une histoire, je ne vais pas vous la raconter. Il y a un très bon livre qui est sorti récemment de Arnaud Saint-Martin et Irénée Regnault, qui s'appelle, le titre, vous allez voir, est assez frappant, Une histoire du spatial, des fusées nazies à l'astrocapitaliste du New Space. Donc, le titre est effectivement provoque. Ouais. Mais quand vous lisez le bouquin, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est impeccable et c'est sourcé. Enfin, il y a 900 notes. C'est un bouquin, il y a plus de 900 notes. Donc, c'est un bouquin sourcé, c'est un bouquin dense. Hein. C'est pas un bouquin qu'on lit comme ça, léger, puis la vie est belle. C'est un bouquin dense, un bouquin universitaire. C'est lisible par le grand public un peu motivé. C'est un pavé, il y a 900 notes, ça rigole pas. Et c'est bien documenté. Donc, le spatial, c'est ça aussi. Le spatial, c'est aussi la Lune. Et pourquoi on fait la Lune? Pour des raisons de géopolitique. Le spatial, c'est aussi les rovers martiens. C'est aussi le télescope spatial Hubble. Enfin, c'est plein de choses extraordinaires aussi qui ont été faites. Et puis, c'est la météo, c'est l'observation du ciel, mais c'est aussi l'observation du ciel pour savoir où sont les gars d'en face. Enfin, c'est plein de raisons, c'est plein de choses, le spatial. Voilà, c'est plein de choses. Et donc, du coup, moi, j'arrivais un peu pour dire qu'il fallait se poser la question de qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette du spatial, parce qu'il faut se poser cette question-là. C'est la conviction que j'en ai en tout cas, pour tous les grands systèmes techniques humains. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, parce que une façon en tout cas sans nouveauté technique, de remettre d'équerre le rapport entre l'humanité et son environnement, c'est l'humanité fait moins de tout, moins de matière, moins d'énergie, moins de puissance, et donc quelque chose, on en fait moins. Alors on peut appeler ça sobriété, on peut appeler ça austérité, on peut appeler ça décroissance, et là tout le monde se met en lait. On peut appeler ça pas ici. Non, c'est pour ça que je le dis. C'est pour ça que je le dis. Je suis tranquille ici. Je sais que je ne serai pas flagellé. Mais du coup, voilà, on peut dire plein de mots comme ça, dont certains sont un peu, quand on les dit comme ça dans une assemblée en général, ça peut faire sauter des gens au plafond. Mais voilà, c'est moins. On va faire moins. Mais quand on fait moins, c'est pas juste. On fait moins parce que comme ça, au hasard. Tiens, lui, il va rien faire. Puis moi, je vais continuer comme avant. Ben non, on ne peut pas faire ça. Donc, il faut décider collectivement, idéalement, qu'est-ce qu'on choisit de garder ou de ne pas garder. D'où cette question de la question du renoncement. Alors, au spatial, à l'ensemble, c'est juste plus possible. Il y a des effets de cliquet. C'est comme, est-ce qu'on peut renoncer à ça? Quand on en a un, est-ce qu'on peut renoncer à ça? Oui, on en parlait tout à l'heure. Moi, j'en ai pas. J'en ai jamais eu. Donc, j'ai pas eu à renoncer. J'ai juste eu à ne pas en prendre. Et je suis bien convaincu que si un jour j'en ai un, et malheureusement, vu la pression externe, les emmerdements qui arrivent maintenant en ordre serré, peut-être un jour j'en aurai un, je suis bien certain qu'après, il y a un effet de cliquet, je ne reviendrai pas en arrière.
bien sûr. Et donc, pour le spatial, c'est pareil. Il y a la météo, l'observation de la Terre, le climat, la compréhension du climat, tous les problèmes de défense, tous les problèmes de communication, plein de choses. On ne peut plus revenir en arrière. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais à partir de cet état-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue pareil? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on jette? Est-ce qu'on garde les télescopes spatiaux? Est-ce qu'on garde les télécoms? Est-ce qu'on garde les humains dans l'espace? Est-ce qu'on garde l'exploration robotisée de Mars ou l'exploration robotisée de... Alors Titan, maintenant, il y a une mission extraordinaire. Il y a la mission JUICE qui est partie vers Jupiter. Là, c'est un truc incroyable. Il va y avoir la mission suivante, la mission américaine, j'ai oublié son nom, qui part à la fin de l'année. Bon, ça va revenir, je suis vieux. Et puis, il y a la mission, l'autre, elle est perdue aussi. Bon, bref, une autre mission sur Titan. Enfin, il y a des trucs incroyables qui se profilent dans les 10-15 ans arrivés. Le spatial, c'est lent. 2075, pour eux, c'est quasiment demain, en fait. Parce que ce qui va se lancer en 2030, c'est déjà dans les tuyaux. C'est pas en train de dire oui, qu'est-ce qu'on va lancer en 2030. C'est déjà en train de... Ils serrent les boulons, ils commencent déjà à construire des trucs pour lancer des choses. Je parle au point d'instruments, pas des fusées, mais des instruments. C'est déjà en train de se construire. Donc 2030, c'est demain. 2040, ils ont déjà signé les trucs, ils font les premières réflexions. Et 2075, voilà, là, on ne sait pas. C'est pour ça qu'ils ouvraient, c'est le plus proche possible, où il y a de l'ouverture. C'est plus proche de nous dans le futur que ne le sont les premiers pas sur la Lune dans le passé. Pour se donner un ordre d'idée d'échelle. Et dans ces échelles, alors ça fait aussi, c'est cruel quand on voit ça. Enfin, c'est cruel, c'est-à-dire que la Lune, c'était il y a 1000 ans, en fait, c'était il y a longtemps dans le passé, oui, quand j'étais petit, quoi, tout petit. Et donc, voilà, c'est pour ça que cette intervention, moi, elle me tenait à cœur. J'avais prévenu la matrice, enfin l'organisateur, pour leur dire, moi, je vais arriver, je vais dire ça, ça vous va, parce que quand on voit quelque chose comme Amazonie spatiale, qui est aussi une commande, enfin une commande, c'est pas vraiment une commande, mais qui était initiée, qui est un projet, mais qui a été initié par une demande de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne, on pourrait craindre, mais ça n'a pas été le cas. Ça a été en tout cas initié par Matrice, et très rapidement ils ont eu accès au soutien de l'Agence spatiale européenne et du CNES. C'est dans ce sens-là que c'est arrivé. C'est la Matrice d'abord et après le soutien du CNES. Donc quand les agences sont là, on pourrait dire est-ce que les agences ne vont pas tenir la plume des auteurs, demander des textes vachement lénifiants pour continuer à faire leur storytelling habituel, mais cette fois-ci avec une validation d'auteur. On peut se poser toutes ces questions. Et les auteurs, c'est des grands garçons, des grandes filles. C'était pas des... Quand on voit qu'il y avait Michael Rock, Sylvie Denis, toi, enfin, je veux dire, plein de gens, et c'était pas des guignols. On les manipule pas comme ça. Et donc, il y avait comme cette question-là qui se posait. Moi, je dis, si je viens, je vais dire un truc un peu... Il y aura des questions qui fâchent, voilà. Et comme ils m'ont dit, no problemo, j'arrivais, je suis venu avec mes questions qui fâchent. Moi, j'ai pas de réponse à ça. J'ai un avis sur ce qu'il faut répondre, mais j'ai pas de réponse universelle, évidemment, à ça. Et donc, c'était intéressant de pouvoir intervenir, de pouvoir confronter ça à des auteurs qui, pour certains, dans la science-fiction, l'imaginaire du spatial, c'est énorme dans la science-fiction. Enfin, c'est juste un truc énorme. C'est même peut-être, ça a même été sans doute nécessaire, enfin en tout cas utile à l'avènement de l'âge spatial tel qu'il a été bâti aux États-Unis dans les années 60, à partir des années 60 et jusqu'après, en plus des aspects purement de géopolitique. Donc voilà, donc c'est arrivé un peu en faisant plouf, quoi, un gros plouf. En tout cas, c'est un discours qui nous a marqué, je pense, et qui ne dénotait pas tant que ça dans l'ensemble des choses qu'on a eues, parce qu'on a eu accès à un panel de personnes expertes chacune dans leur domaine et qui n'ont pas hésité à nous confronter à la réalité des problèmes aussi du spatial en tant qu'industrie, avec les problèmes sociaux, notamment quand on est parti en Guyane. Bien sûr. Donc il y a énormément de choses qui ont été brassées, et ça n'a certainement pas été du 100% à la gloire de l'espace, mais ce qui est intéressant, ça va être la question du questionnement, c'est-à-dire les questions que ça pose. C'est ça, en fait, et c'est pour ça que la science-fiction est intéressante comme littérature pour ce genre de questionnement-là. Parce que la science-fiction, elle fait ça très bien, elle arrive à problématiser des choses. Ça, c'est un truc incroyable. Elle met des situations avec des objets techniques, parce qu'il y a Gerkel qui tient compte à ce point et qui donne une importance à ce point aux objets techniques. Alors, c'est de la technique de la ferraille, ça peut être aussi du vivant, de la biologie, des biotechnologies, des choses comme ça, ou de l'informatique, enfin bref. Il y a quelqu'un qui met la technique à ce point au cœur des histoires et qui place des humains dans des situations qui ne se produiraient pas sans ces objets-là. Et donc ça, c'est intéressant. Et après, elle problématise. Alors, bien sûr, c'est assez, je ne vais pas dire facile, parce que c'est toujours difficile d'écrire un texte, mais
des textes avec des idées plus dystopiques, où ça fight un peu, ça fait des histoires que les gens préfèrent lire plutôt que des histoires de bisounours. J'imagine que les lectorats de bisounours, pour les adultes en tout cas, c'est moins bien que pour les enfants. Et donc on peut comprendre que les histoires sont plutôt toujours un peu, disons, désagréables. Enfin, il y a des conséquences pas toujours agréables. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est pas tellement la façon dont c'est mis en scène, c'est la problématique que ça pose. Et c'est ça qui est bien dans la science-fiction. Ça permet de révéler ça et de le mettre en scène avec des humains, à hauteur d'humains, avec le grand chapeau autour, quoi, les choses qui permettent de comprendre le contexte dans lequel cette problématique s'inscrit. Si on revient maintenant un petit peu à la science-fiction, on a donc une compilation de textes qui ont été publiés dans Bifrost, avec, on le sent quand on le lit et on le comprend bien quand on vous entend nous l'expliquer, une volonté de vulgariser un certain nombre de concepts, parfois très ardus. Il y en a certains qui rigolent pas. Très ardu. Il y en a certains qui rigolent pas. Non, mais je conviens que c'est pas toujours. Alors, j'ai tendance à faire confiance à l'intelligence du lecteur ou de la lectrice, à sa volonté de s'accrocher, à pas lâcher l'affaire en me faisant confiance. Et peut-être que cette confiance parfois est mal placée parce que peut-être parfois j'échoue à être suffisamment clair ou suffisamment détaillé ou suffisamment à la portée de ce lectorat. Mais il y a dans l'idée qu'il n'y a pas de raison qu'on puisse pas expliquer les choses, y compris compliquées. Et si on n'arrive pas à les expliquer, c'est que peut-être on ne les a pas assez bien comprises ou assez bien digérées pour les expliquer à un grand public. Qui nécessite aussi, d'autre part, que le lectorat fasse un effort. C'est pas juste, ça va être tout mâché. Quand on lit des auteurs comme Greg Egan, alors il faut aimer Greg Egan, il y en a qui n'aiment pas, parce que précisément, c'est des auteurs un peu durs à lire. Quand on lit des auteurs comme Peter Watts, par exemple, et Copraxi, ou des bouquins comme ça, waouh, on en prend la boum. S'accrocher avec Copraxi, ouais. Waouh, on est comme ça, quoi. Et c'est, il faut, voilà, les cheveux, enfin, ceux qui en ont, ils partent en arrière, quoi. Donc, du coup, ou les chapeaux. Mais voilà, donc il y a des auteurs et des autrices aussi qui ne sont pas, faciles à lire, en ce sens qu'ils ne font pas forcément de concessions, soit stylistiques, soit narratives à leur lectorat. Et après, c'est aussi en apprivoisant ces œuvres qu'on apprend. Moi, je me rappelle, je dis ça, mais c'est pour raconter ma vie de vieux con. Il y a un bouquin que j'ai mis 4 fois à lire. C'est John Brunner, le Tous à Zanzibar de John Brunner. Première fois que je lis ça, j'ouvre ce bouquin, j'ai 15 ans. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce C'est le style aussi qui est utilisé ben, déjà. Bien sûr, un style incroyable. Bien sûr, oui, je vois ça. C'est du montage collage. Je dis, exactement. Je ne comprends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je referme, je dis, je le lirai. Et je me dis, bon, ben, c'est un bouquin de SF quand même, je vais y arriver. Je relis. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et il a fallu, je ne sais pas, j'ai dû le lire, j'ai pu dépasser les 5 premières pages. Je ne sais plus à quel âge, mais genre 20 ans, enfin beaucoup plus tard. Et où j'ai réalisé que ce qu'il décrivait, les premières pages, il décrivait en mots le générique d'une émission. Et au début, je disais ça, je dis mais je comprends rien. Je regardais plusieurs. Je dis bon, je vais sauter le premier chapitre. Mais il n'y a pas de chapitre, c'est que des trucs à la con, contexte. Je comprends rien. Mais c'est quoi ce bouquin? Je comprends rien. Je le laisse là, voilà. Oui, c'est vrai qu'il a une structure qui est très particulière. Oui, c'était chaud. Et à la fin, c'est un de mes bouquins préférés. Voilà, c'est ça que je dis. Donc on peut avoir intérêt à rentrer des fois dedans. Et ce que je dis aussi pour cette fois-ci plutôt vers des jeunes gens qui seraient des jeunes scientifiques, enfin qui auraient un goût pour les sciences, qui diraient je vais lire les bouquins de Hooke parce qu'ils sont bien, il y a des sciences dedans, il y a un peu de science-fiction aussi, mais il y a des sciences dedans, et où ils comprennent pas. Et je pense que ça peut être bien aussi. Alors j'en fais pas un mécanisme, mais de pas comprendre toujours tout, d'en comprendre l'essentiel. Parce que si on comprend rien, on se dit il m'a roulé, je comprends rien. C'est pas possible que je sois complètement nul si l'auteur est nul, enfin ça va pas. Donc j'ai rien compris, ça va pas. Mais j'en comprends un peu, mais pas tout. Parce qu'ensuite, quand on reprend le bouquin plus tard et qu'on comprend plus, c'est à ce genre de bouquins qui n'ont pas été faciles jusqu'au bout, quand on le reprend plus tard, qu'on a compris qu'on a progressé, vraiment. Et moi, je l'ai vécu très intimement dans des bouquins, alors ces bouquins de physique, où je me rappelle précisément dans ces camps d'astronomie dont on parlait tout à l'heure, où il y avait un bouquin dont je me rappelle parfaitement, j'ai les mêmes chez moi, j'ai même l'édition de la première édition, qui s'appelle Astrophysical Formulae. Astrophysical Formulae, des formules d'astrophysique. 2 pavés de 500 pages, où il n'y a que des formules dedans, de tout ce qu'il faut savoir en astrophysique, sous forme de formules. C'est juste une sorte de compendium de formules, avec des explications un peu. Je lisais ça, moi j'étais en seconde, je lis ça, je dis putain, je comprends rien. En anglais en plus. Je comprends rien. Je comprends rien ce bouquin. Et après, au fil de mes études, ce bouquin et des camps d'astronomie, je le reprenais, ce bouquin, et je voyais qu'il y a des... ce chapitre-là, ce chapitre, il y a des trucs, je sais maintenant. Ça et ça, je sais ce que c'est. Puis le reste, c'est pas clair, mais ça et ça, je sais. Et je me suis vu comprendre ce bouquin petit à petit, jusqu'à la fin. Et quand les camps d'astronomie sont arrêtés, c'était à la fin de ma période à l'école normale. Et là, j'avais fini mon master et tout, j'ai dit, j'ai le bouquin.
je sais tout ce qu'il y a dedans. Pas que je le sais par cœur, mais quand je lis ce truc, il n'y a rien qui ne peut échapper à ma compréhension si je m'y concentre un tout petit peu. Et là, j'ai senti vraiment... Le tome 3, c'est vous qui... Non, le tome 3, je n'ai pas écrit. Non, c'est un bouquin formulé. Et là, on comprend, au-delà de son âge, au-delà de j'ai fait le bac, les prépas, blablabla, au-delà des barrières, enfin des sauts qu'on nous fait par le passage de l'année supérieure, là, on comprend, on sent profondément son progrès intellectuel, parce qu'il a dit ça, je l'ai lu 50 fois et à la 50e, j'ai compris. Mais les 49 avant, il y a toujours un truc qui ne passait pas, quoi. Et donc, ça peut être important. C'est ce que je dis des fois à des adolescents quand ils veulent acheter un mes bouquins. Je leur dis, il y a des trucs, ça et ça. Je leur dis, ça va être un peu dur là et là et là, sans doute pour toi. Mais lis-le et relis-le dans 2 ans ou dans 3 ans. Et là, tu verras tu sentiras que tu as progressé, mais pas parce que tu sais que tu es plus vieux, pas parce que tu sais que tu es maintenant en terminale avant que tu étais en seconde, parce que tu comprends mieux les choses. Tu les as apprises à l'école, mais c'est aussi parce que tu les as apprivoisées, tu t'es habitué à elles et tu les commences à les maîtriser, à être familière avec elles. Donc c'est ça que j'aime bien faire passer comme message, cette familiarité qu'on peut avoir. Et utiliser la science-fiction, c'est peut-être une façon aussi, en arrivant du côté familier, pour ceux qui sont moins aguerris en sciences, en arrivant du côté familier, de dire finalement les sciences, je comprends des trucs. Bien sûr, j'ai pas tout compris, mais j'ai compris des trucs. Oui, justement, dans science-fiction, tu as une approche. Le dernier chapitre de science-fiction est hyper intéressant de ce point de vue-là, puisque tu analyses un essai de l'auteur de science-fiction américain qui s'appelle Hal Clement, qui avait écrit un roman sur une planète où la gravité est plus forte et où il y a des océans de mercure liquide, si j'ai bien suivi. Et en fait, tu analyses, sous un prisme complètement scientifique, tu analyses en fait la cohérence et le world building en fait d'Hal Clement. Et du coup, pour citer le bouquin, excuse-moi de t'interrompre Marc, pour citer le bouquin, c'est Mission Gravité de Hal Clement, oui, voilà, c'est ça. Qui a été retraduit. Le titre il y a une des éditions suivantes qui appelait ça Question de poids. En anglais, c'était Mission of Gravity et c'était Mission Gravité au début, puis Question de poids ensuite. C'est un bouquin des années 57 ou quelque chose. Ouais. Et du coup, donc tu as une approche en fait d'analyse de la science-fiction, non pas à travers un prisme littéraire comme certaines personnes dans cette salle peuvent l'avoir, mais en fait à travers un prisme complètement scientifique. Et du coup, moi, une question que je me posais, parce que je trouve ça quand même hyper intéressant, pourquoi cette approche, en fait ? Parce que ça m'amuse. Très bonne raison. C'est juste ça. Et qu'est-ce qu'elle peut apporter ? Ça, c'est le point fondamental, c'est parce que ça m'amuse beaucoup. C'est une sorte, pour moi, d'énigme, d'une certaine façon. C'est-à-dire, le texte de Hal Clement, donc pour resituer ce texte et pour en parler directement, mais ça s'appliquerait à plein de choses, à plein d'autres situations. C'est un texte que Hal Clement a écrit. Al Clement, il a une formation scientifique. Il a été enseignant de sciences. Donc il connaît de la physique, c'est évident, il connaît de la physique, il connaît la date de la aussi, la date du texte. La date du texte, c'est 57 ou quelque chose comme ça. Oui, quand même. Ouais. Et donc il connaît les sciences de son temps, évidemment. Il connaît les sciences de son temps. Et alors il veut fabriquer ce monde curieux. La planète s'appelle Mesclin, M-E-S-K-L-I-N, la planète Mesclin. Et cette planète, les humains ont perdu un objet sur cette planète. Il y a un satellite, un machin qui est tombé. Ils ne peuvent pas y aller parce que la gravité à l'équateur est de 3 fois la gravité de la Terre. Et la gravité polaire est 700 fois la gravité de la Terre. Et donc, pour expliquer cet écart de considérable de gravité, en fait, la planète Mesclin est en rotation très rapide sur elle-même. Elle fait un tour sur elle-même en 18 minutes. Pas en 24 heures, en 18 minutes. Donc, alors, la force centrifuge à l'équateur, mais elle permet de compenser pour partie la gravité extraordinaire de la planète. C'est une planète très dense, alors il donne des arguments avec les mains et avec les connaissances de l'époque, pourquoi elle a une gravité aussi fantastique. Donc si elle était sphérique, elle aurait une gravité de à peu près 5 ou 600 gravités terrestres partout. Et puis comme elle tourne très vite, alors elle a 700 au pôle et puis elle a 3 gravités au bord. Et alors, donc il explique comment il a conçu ce monde. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que comme il explique ça, je dis, on va regarder ce qu'il raconte. Et donc on prend les mots et les noms et les choses qu'il dit. Et on tire la ficelle le plus loin possible. Donc il dit, dans tel groupe, dans telle étoile, on a vu un corps bizarre. Et d'ailleurs, c'est Monsieur Strand qui a vu ça. Ah bon ? Alors on regarde, moi j'ai accès à toute la bibliographie et tous les articles scientifiques parus en astronomie depuis que l'astronomie se publie scientifiquement. Donc je fais des recherches sur les bases de données. Je retrouve, moi, les articles. Ça prend un peu de temps, il faut bien être sûr que c'est bien le même, etc. Moi, je retrouve les articles et je vois ce que raconte le gars. Et je vois ce que raconte Hal Clement. Et je dis, Hal Clement, il a lu l'article.
J'ai retrouvé l'article, c'est sûr, même les 2 articles, il les a lus, il a repris tous les éléments, il les a remis dedans, et après, il y a les bouts, il y a les trous. Parce que, évidemment, en plus, le truc qui est dit à l'époque, ça a été montré faux, ça n'existait pas. Oui, c'est ce que tu expliques dans les notes, ça a montré que c'est pas grave, c'est-à-dire qu'après, moi, j'ai regardé après, qu'est-ce que cet objet curieux qu'on pensait avoir observé dans ces années-là, qu'est-ce qu'on en a vu après? Rien, on a juste vu qu'il n'existait pas, que les gars avant, ils avaient merdé dans les mesures, et ça n'existait pas. Bon, donc, le point de départ d'Al Clément, c'est un truc qui n'existe pas, finalement, mais c'est pas grave, à l'époque, ça existait, il en a pris, il y avait plein de trous, et comment il bouche les trous de façon plausible. Et ça qui est vraiment intéressant, comment je bouche les trous. Pour que je parte d'une base scientifique au sens de son temps, et je bouche les trous pour en faire un monde qui soit curieux, intéressant, et qui permette d'avoir une histoire qui n'est pas extraordinaire. Enfin, Clément, c'est pas un des grands auteurs, c'est dans les petits maîtres, on va dire, de la science-fiction. Mais et comme ça, on peut tirer la ficelle. Et après, moi, je rigole pas. Quand il dit un truc, moi, je peux beaucoup tirer. Pourquoi cette planète, elle est aplatie? Est-ce qu'on peut calculer la gravité avec ce qu'il nous dit sur la densité, les machins? Est-ce qu'on peut faire des modèles? Moi, j'ai fait les modèles derrière. Je me suis cassé la tête derrière à regarder. Et il raconte des bêtises. Et alors, c'est marrant parce que dans le premier texte, il raconte des bêtises. Moi, je vois qu'il raconte des bêtises. Et à la fin, il y a l'addendum. Et il dit oui, mais on m'a dit que j'avais raconté des bêtises. Alors, effectivement, depuis, j'ai fait un programme en basique. À l'époque, c'était en basique. Oui, c'est très méta. Dans les années 60. Ouais. J'ai fait un programme en basique pour recalculer des trucs. Et effectivement, j'avoue, je me suis un peu trompé. C'est pas 700, ça aurait pu être 300 gravités. Et nanani, nanana. Et moi, j'ai refait tout derrière. Je dis, oui, t'as raison, c'est effectivement 273, etc. Et donc, du coup, le gars, il tient compte de ce qui. Enfin, c'est génial. Et ça permet de faire, excuse-moi, Marc, ça permet de faire ce que Al Clément propose dedans. C'est ça qui m'a intéressé en lisant ce texte, quand j'ai découvert ce texte. Ce qui m'a intéressé, c'est, il appelle ça the game, le jeu. Il dit, le jeu, il est là. Moi, je me casse la tête au mieux pour faire une histoire crédible dans un monde crédible et je bouche les trous de la meilleure façon possible. Et je sais bien que des fois, je fais un peu comme ça. Et après, le lecteur lit, est-ce que ça lui plaît déjà? C'est un point. Est-ce que ce travail que j'ai fourni fait un monde un peu intéressant, un peu exotique, qui donne un intérêt à l'histoire? Et deuxièmement, et c'est là the game, il peut essayer de voir où je me suis trompé, et lui-même, il y a ça, et ça fait un dialogue à distance. Et donc, c'était ça qui m'a intéressé. Encore une fois, une sorte de partage de connaissances à distance. Al Clément n'est plus de ce monde, et à distance géographique de surcroît. Eh bien, on peut discuter avec l'auteur, réaliser que, waouh, il a super bien bossé, tout est faux, mais il a vachement bien bossé. Et c'est ça qui est cool de voir ça, de voir le cerveau du gars fonctionner, de reconstruire. Mais encore une fois, c'est un peu la même mécanique en recherche. On se dit, mais comment ça fonctionne le monde? Les arcs-en-ciel, les nuages, ça se forme, je sais pas quoi, le climat. On peut se tromper, on peut faire des hypothèses fausses, etc. Mais comment ça marche tout ça? C'est la même chose, mais c'est sur des œuvres imaginées, sur des mondes imaginaires. Mais où la personne qui fait ça veut bien faire. C'est de la science-fiction. Elle veut que ça fasse vrai. Il veut qu'il y ait une cohérence interne. Puis des fois, ça ne marche pas, mais des fois, ça marche. Et quand ça marche bien, on peut tirer un peu et analyser ça. Et finalement, faire du rétro-engineering de ce qui est raconté. Mais à la fois de la physique, des sciences qui sont mises en scène dans l'œuvre, mais aussi de ce qui était dans le cerveau de la personne. Il y a comme ça un cas, je vous dirai, ça vous amuse, dans Spider-Man 2, il y a un cas génial de traduction qui est super. Que j'ai vu, enfin je vous raconterai après. Vas-y Marc, t'as ta question. D'autant plus que tu replaces en fait, c'est ce que tu disais, les recherches d'Al Clément dans le contexte de son époque, mais aussi faut pas faire d'anachronisme. Évidemment, mais aussi tu replaces du coup les méthodes qu'il utilisait et t'expliques très bien qu'à l'époque ils n'avaient pas de calculatrice et donc ils utilisaient un outil qui s'appelle la règle à calcul. Et ça devait pas forcément être évident. Et c'est là où on réalise à quel point, non seulement Al Clément c'est de la physique, non seulement il a bien travaillé, mais en plus il a travaillé avec des outils que l'on qualifierait maintenant de rudimentaires, mais qui n'ont pas empêché les humains de faire toutes les réalisations techniques des années 60, dont envoyer des humains sur la Lune. Donc c'est tout. Et John Glenn, il y a cette fameuse histoire, vous connaissez maintenant, on la connaît mieux maintenant, parce qu'il y a eu ce film Les Figures de l'ombre, ces femmes noires qui étaient des calculatrices. C'était des calculatrices littéralement à la main, enfin calculatrices mécaniques, règles à calcul, qui exécutaient des opérations à wagons entiers d'opérations. Il y avait, j'ai eu la chance de voir le reste de ce qui restait quand j'étais plus jeune au bureau de longitude, le bureau des calculatrices. Et c'était physiquement des femmes qui faisaient avec des objets techniques qu'on appelait aussi des calculatrices mécaniques, qui faisaient tout le calcul des éphémérides, etc., des séminaires astronomiques. Et donc, alors j'ai oublié le nom, c'est, putain, ça y est, je suis vieux, une de ces calculatrices, justement, une de ces personnes,
qui était la championne. Voilà, celle qu'on voit, celle qui est l'héroïne du film, là, qui va à la fin dans le monde, il n'y a que des hommes blancs, elle est la seule femme noire dedans, et ils mettent en scène évidemment tous les problèmes que ça lui cause, et jusqu'à ce que finalement on reconnaisse ses compétences extraordinaires. Et donc c'est au point que John Glenn, un astronaute américain, les premiers calculs des lancements, ils étaient faits à l'arrêt des calculs par ses calculatrices. Et quand il a fallu faire un vol orbital et un truc un peu plus compliqué, et la première fois, un de ces vols-là a été fait par des ordinateurs, John Glenn a dit « Bon, faites ce que vous voulez, mais il me faut elle va refaire les calculs, et si elle dit c'est bon, alors je monte dans le truc. » Voilà. Moi, votre calculateur, là, j'y crois pas trop. Vous voyez, il y a comme ça des histoires. Donc un savoir-faire dans le calcul numérique à la main qui est incroyable et qu'il a utilisé parce que c'était la seule façon, c'était la seule façon de faire les choses. Donc à l'époque, c'était la seule façon de faire les choses de manière massive. Et donc c'est assez, du coup, ça donne plein de choses remarquables. D'autant plus que moi, quand j'étais en seconde, en troisième et en seconde, j'avais acheté une règle de calcul parce que je trouvais que c'était cool comme instrument. Donc je sais me servir je savais me servir d'une règle de calcul, mais non, ça va plus vite à la calculatrice. Et donc du coup, je vois très très bien ce que ça veut dire faire des calculs à la règle de calcul. Et donc respect pour Al Clément, quoi, pour ce point de vue-là. Et du coup, est-ce que tu dirais que tu lis de la SF à travers un prisme scientifique? Ah oui. Et est-ce que cette méthodologie donc, que tu as appliquée à Al Clément, est-ce qu'elle pourrait fonctionner pour d'autres œuvres? Et si oui, lesquelles? Et est-ce que en fait, la hard SF, par exemple, ce qu'on appelle la hard SF, occuperait une place prépondérante? Bien sûr. Al Clément, il fait de la hard SF. Il veut vraiment éduquer, très chiader tous ses plans scientifiques. C'est pas de la rigolade, tout est éduqué. Puis après, il bouche les trous au mieux. Mais chaque fois, il réfléchit. Quand il bouche les trous, il se demande, sa planète, il y fait très froid, il se demande, mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme liquide? Il réfléchit des plombs, mais il détaille tous les liquides qu'il pourrait utiliser. Il a dit, d'ailleurs, j'en ai discuté avec Asimov, on n'était pas d'accord. Parce qu'Asimov, il est biochimiste, alors il prenait des billes. Oui, t'es pas d'accord. Alors du coup, bon, finalement, on a pris le truc le plus simple, du méthane. On a mis du méthane liquide et puis ça le fait. Donc, il se prend le chou, même pour des choses où il doit imaginer froidement quel type de liquide, comment sera l'atmosphère de la planète, quelle composition elle aura. Il n'en sait absolument rien et il invente quelque chose qui fait sens, qui peut défendre. Et donc effectivement, on peut appliquer ça à plein de situations. Alors la hard SF, c'était une évidence, mais pas que la hard SF en fait, parce que même quand c'est des situations, alors je reprends encore l'exemple de Star Wars. Star Wars, est-ce que c'est de la SF déjà? Il y aurait un débat. Mais en tout cas, dedans, il y a des objets techniques. Et la puissance, le nombre de watts que dégage un sabre laser, c'est une question légitime pour un monde qui n'est pas de la hard SF. Donc, dès qu'il y a un endroit où on se dit, est-ce que j'ai, dans le film ou dans l'œuvre que je lis, est-ce que je vois des éléments qui me permettent de tirer de l'information? Je peux essayer d'en tirer. D'accord. Alors, j'utilise... dans mes conférences ou pour le public, j'utilise plus volontiers des films parce qu'ils sont plus connus, malheureusement ou heureusement. En tout cas, ça marche bien, les gens les connaissent, le grand public les connaît. Et c'est vrai que la science-fiction littéraire, de ce point de vue-là, on le voit avec Al Clément, est infiniment supérieure en qualité, en quantité aussi, mais en qualité. Et il y aurait beaucoup de choses à faire, mais j'en fais moins, non pas par paresse, où je le fais épisodiquement, alors pour les lectorats de Bifrost ou pour des publics savants en science-fiction, qui lisent de la science-fiction vraiment, et pas juste 3 ou 4 dans le public, mais à peu près tout le monde lit de la science-fiction, parce que là, je n'ai pas besoin d'expliquer l'œuvre. S'il faut expliquer l'œuvre imbitable de Al Clément, faire nanana, et après commencer à faire l'analyse, c'est fini, la conférence est finie, en fait, tu as le temps de rien faire. Donc il vaut mieux parler de Avatar, par exemple, ça... Hop, tout le monde sait ce que c'est Avatar parce que plein de gens l'ont vu. Oui, plutôt Coruscant que Trantor au final. Voilà, alors que c'est la même chose. Ouais, c'est ça. C'est plutôt Coruscant que Trantor, tout simplement parce que l'une est plus connue que l'autre. Et pourtant, en fait, Coruscant, c'est une repompée scandaleuse de Trantor. Mais bon, voilà. Mais voilà, c'est ça le point. Il faut bien, on ne trappe pas les mouches avec du vinaigre, comme on dit. Et donc, désolé le public. Pour le public, c'est pas des mouches, mais non. Voilà, il faut quand même faire des choses où on va pas. C'est comme dans la vulgarisation, il faut bien quand même partir d'un vécu commun, quelque chose qui est commun entre le public et la personne qui parle. Et donc ce point commun, il faut qu'on ait un point de départ commun pour après au moins essayer de cheminer ensemble. Si on part pas au même endroit, c'est foutu, quoi. Du même endroit, c'est foutu. Et donc il faut mieux partir de blockbusters, c'est sûr, c'est plus simple que de partir d'œuvres moins connues comme le texte de Al Clément ou les romans de Al Clément, par exemple. Mais c'est vrai que ça peut s'appliquer à peu près dans n'importe quelle situation. Il suffit d'avoir l'œil, et l'œil on l'a quand on est chercheur, quoi, finalement, scientifique. C'est vrai en biologie, c'est vrai en chimie, et c'est pareil. Quand je vois Chemla et les autres agir, ou Steyer, et Alice Ray en traductologie, enfin, tous les chercheurs, ils sont exactement pareils.
Ils regardent le truc et disent ah nanani nana. Et c'est pareil. Si tu fais une analyse littéraire, moi que je ne sais pas faire, bah, tu prends le machin, tu dis bah oui, nani, la construction, je sais pas quoi. Enfin, tous les outils d'analyse de texte littéraire, bah, là tu les appliques en automatique sur une œuvre de fiction, de science-fiction, plutôt que sur Voltaire ou une autre œuvre littéraire. C'est plus intéressant en SF que sur Voltaire d'ailleurs. Ah bon, voilà, ça, je le savais. Bon, Voltaire, ça peut être peur avec Micromégas, tout ça. Même si quand c'est même. cool, Voltaire. Ouais, Voltaire, c'est cool. T'as pas pris l'exemple. J'ai pas pris le pire. J'ai pas pris le pire. T'as pas pris le pire exemple qui pourrait être Balzac. au hasard comme ça, Balzac ou Madame Bovary. Voilà, comme ça c'est dit. Bon. Est-ce qu'on va vraiment terminer sur Madame Bovary? On va pas terminer sur Madame Bovary, c'est hors de question. Est-ce qu'on va réussir à sortir vivant? J'ai une dernière question, Roland. Parce que, alors, tu lis la SF sous un prisme scientifique, dans science-fiction, mais tu parles aussi, et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant, là encore, tu parles beaucoup aussi de l'histoire des sciences. Et pour toi, est-ce que c'est pertinent de relier, en fait, l'histoire de la SF à l'histoire des sciences? Alors, il y a une partie commune, parce que, finalement, la science-fiction, c'est une question parfois qu'on me pose, on dit, est-ce qu'il y a des auteurs de science-fiction, des autrices, qui ont imaginé quelque chose qui était si renversant que c'est devenu une discipline scientifique ou que ça a incité des chercheurs à faire de la recherche dans cette voie-là. En fait, je pense que ça n'est jamais arrivé. En revanche, la science a beaucoup inspiré la science-fiction. Bon, ça paraît évidemment tomber sous le sens. Ça veut dire que la science-fiction s'inspire des sciences de son temps. Et donc, on pourrait... Alors, la science-fiction, elle a un usage pour les scientifiques. Bon, c'est pas la question, mais par contre, elle met en scène les sciences et elle envisage leurs conséquences sur les humains. Donc là, ça, c'est la seule littérature qui fait ça. Et là, c'est vraiment utile. Elle n'invente pas des sciences, mais elle invente des conséquences sur les humains qui utilisent, disons, ces techniques ou ces sciences. Et la science-fiction, comme elle s'inspire de la science de son temps, alors on pourrait presque essayer de faire, ça serait un exercice sans doute difficile, mais des archéologues du futur, on leur dit, ben voilà les textes de science-fiction, et avec ça, tu nous racontes l'histoire des sciences. Ce serait une sorte de rétro-engineering, ce serait compliqué, mais ça raconterait aussi beaucoup de choses sur les humains qui ont produit, sur les peurs des humains. Il y aurait quelque chose à faire de ce côté-là, mais comme il s'inspire, on le voit très bien avec Cal Clément, il prend les sciences qu'il a sous la main, et donc, en le lisant, et si on pense qu'il a fait un travail sérieux, ce qu'on ne peut pas savoir sans soi-même avoir comparé à l'état réel des connaissances à l'époque et voir ce qu'il en a fait. Mais si on fait l'hypothèse qu'il a fait un travail sérieux, alors on se dit, bah, il raconte des choses qu'on pensait correctes à l'époque où il a écrit son texte. Donc il y a quelque chose qui va avec, et on voit bien quand même que fut un temps, il y avait des sélénites et des tas d'histoires fin 19e qui se passaient sur Mars ou sur la Lune. Il y a encore des histoires qui se passent sur Mars. Jeanne Fort vient de nous faire avec la Croisière Bleue encore un truc qui se passe sur Mars, une uchronie martienne. Mais il y avait des sélénites. Maintenant, bon, la Lune, on a pigé l'idée. Il n'y a pas de sélénites, il n'y a pas de vie sur la Lune. Donc c'est fini. Ils ont mis sur des exoplanètes. Ben, c'est mieux, parce que du coup, on n'a pas été voir. Donc c'est toujours mieux. Mais c'est comme ça que se faisaient aussi les grands récits de l'époque. Oui, moi, j'ai été dans des pays lointains que vous ne connaissez pas. J'ai vu des êtres extraordinaires. Marco Polo. Ouais, des êtres extraordinaires qui marchent sur le nez ou des machins incroyables. Ou sur les pentes avec des pattes bizarres. Et donc, le Dahu. Le Dahu, allez, j'ai vu des Dahus, des machins incroyables. Et donc, du coup, je peux parler, sans risque d'être confronté à mes contradictions, de trucs extraordinaires, parce que ce sont des choses inventées, et le monde est vaste, les gens savent que le monde est vaste et savent qu'on en sait peu. Et puis peu de gens voyagent, surtout à cette époque. Donc la science-fiction, on va toujours aller chercher dans les limbes, aux frontières, aux marches, entre la science qui est assise, qui fonctionne à peu près, et puis la science spéculative, et puis de l'autre côté, il y a l'imaginaire pur, et il y a un endroit où ça grouille d'idées, où la science merdoie, pour dire les choses brutalement, où la science-fiction dit bah, c'est pas mal, ça merdoie, il y a des idées, des trucs qui sont inspirants. Alors on va vous parler de matière noire, on va parler d'échelle de Planck, on va parler de trous de verre, c'est bien tout ça. On va faire des histoires avec ça. Et c'est des choses scientifiques qui font partie de l'histoire des sciences, qui vont après peut-être tomber dans les limbs, parce que finalement on montrera que ça ne marche pas, ou éventuellement ça fera quelque chose qui fonctionne. Et puis on verra des auteurs de science-fiction qu'on taxera ce sont des génies, ils ont inventé le truc, en fait ils n'ont pas forcément inventé, ils ont pioché là où ça grouillait, ils ont vu juste, et surtout ils ont fait une mise en scène, et ils ont mis des images mentales si fortes que c'est resté. Et du coup on se dit, on va crier au génie par exemple de Jules Verne, si on prend dans la proto-science-fiction, qui dit il a inventé le sous-marin électrique. Et en fait, je pense que le sous-marin électrique, le sous-marin existait déjà à l'époque de Jules Verne. C'était littéralement un tuyau avec un type dedans qui pédalait avec un tuyau pour respirer sous 30 cm d'eau. C'était ça un sous-marin à l'époque. Mais ça existait. Donc aller sous l'eau en respirant dedans et en sortant pas, on ne te voit pas. Donc ça existe. Et puis de l'autre côté, l'électricité existait déjà, mais
pas super développé. Zénogramme, le Belge, venait d'inventer comment ça s'appelle, la dynamo. Voilà, exactement, la dynamo. Et la dynamo, l'inverse d'une dynamo, ça s'appelle un moteur électrique. Donc, c'est arrivé pas longtemps derrière. Donc, il a fait un saut technique qui est pas sans importance, de mettre l'électricité dans un machin qui va sous l'eau et qui fait des trucs, avec des hublots, des machins. Donc, il n'est pas sans être malin intellectuellement par cet assemblage. Mais le point qui me paraît, moi, le plus intéressant et qu'on ne discute pas beaucoup, c'est que Nemo, avec son sous-marin, avec le Nautilus, Nemo qui est un Indien. Nemo qui est un Indien et donc qui déteste les Anglais, eh bien, il peut impunément couler les navires anglais. Il arrive, il le coule. Il le fait chier. Un Anglais, je le coule. Donc il est littéralement le maître des mers avec un unique navire sous-marin, parce qu'il dispose des ressources des océans qui sont immenses, réputés immenses, en tout cas supposés immenses, et avec cet unique sous-marin, il peut impunément couler qui il veut. Et donc il est le maître des mers devant les Anglais, tout seul avec son sous-marin. Voilà la conséquence géopolitique très concrète, qui est intéressante. Voilà, c'est mon avis, c'est ça l'intérêt, il est là, et pas dans... Il a inventé le sous-marin électrique. Il n'a pas inventé le sous-marin, il n'a pas inventé l'électricité. Il a assemblé deux choses qui existaient en son temps. Il l'a fait de belle façon, et de façon maligne, de façon éduquée, en justifiant, en expliquant. Il a fondé tout ça pour que ça soit solide, pour qu'on y croit. Mais le truc important, c'est la conséquence, à mon avis, géopolitique qu'on n'aborde pas. C'est ça le point, à mon sens, le plus intéressant dans le Nautilus. Et donc, dans la science-fiction, voilà l'idée, c'est qu'on pourrait retracer effectivement quelque chose comme les techniques en vogue ou les techniques qui faisaient plaisir à l'époque où ça a été écrit, parce qu'on les retrouve dans les romans. Et qu'on voyait des fusées un temps, parce que ça, on en parlait pas mal, et puis ça a eu des conséquences très concrètes, disons, d'acceptation sociale des programmes spatiaux. Après, ça va être autre chose. Vont commencer à apparaître dans les années 70-75 les problématiques autour de l'écologie. Il y aura des problématiques autour de l'informatique, bien sûr, avec Cyberpunk et tous les machins et les réseaux commencent à arriver. Les IA, même si ça date d'il y a longtemps. Il y a un roman de 1860, quelque chose dans ces eaux-là, qui s'appelle L'homme le plus intelligent du monde. Et quand l'homme le plus intelligent du monde, il s'arrête, on pense qu'il est mort. En fait, on ouvre son crâne et on constate que c'est pas un cerveau, c'est un mécanisme d'horlogerie. Alors évidemment, à l'époque, qu'est-ce qu'on met? On met un mécanisme d'horlogerie extraordinairement raffiné pour l'homme le plus intelligent du monde, qui n'était rien d'autre que ce qu'on appellerait maintenant un robot à cerveau positronique, si on était Asimov, ou une intelligence artificielle avec un corps humanoïde, si on était plus moderne encore. Donc il y a des choses qui viennent de loin, mais ce qui est intéressant, c'est les conséquences. Voilà. Comme disait Frédéric Paul, la science-fiction, là où elle est importante, c'est pas dans imaginer la voiture, le cheval mécanique, le machin qui bouge tout seul et qui a un moteur dedans, quel que soit le moteur. C'est d'imaginer qu'un jour, il y en ait tellement que ça fasse des bouchons. C'est là où elle est intéressante, la science-fiction. C'est imaginer les bouchons plutôt qu'imaginer le cheval mécanique ou la voiture ou le sous-marin électrique ou je sais pas quoi. Je pense qu'on peut... Alors, sauf si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ou pas du tout? Oui. Il y a un micro, super. Un baladeur. Donc bonsoir et puis encore merci Monsieur Lehoucq pour cette petite conférence. Alors j'aurais juste une question. Vous avez parlé donc de cinéma ainsi que de littérature pour détricoter un petit peu toutes les œuvres de fiction. Une question qui me vient, parce que nous sommes au niveau de la thématique du pain et des jeux, est-ce que le jeu vidéo ou encore plus exotique qu'est le jeu de rôle, où il s'agit de mélanger les univers les plus baroques avec des explications pour faire des systèmes de jeu très mathématiques. Est-ce que ce sont des choses que vous avez déjà essayé de travailler et de détricoter comme vous l'avez fait pour les romans et les films? Merci à vous. Alors, les jeux vidéo, moi, vu ma boubitude, je suis né, j'ai joué à Pong quand j'étais petit. Et après, quand j'étais vieux, j'avais plus le temps de jouer à tous les jeux déments auxquels jouait mon fils et ma fille. Donc, un peu désolé j'ai raté la marche. Enfin, il y a un bloc que j'ai raté, quoi, de Pong. Tu vas connaître. Tester Starfield pour faire une analyse sur Starfield. Oui, alors j'ai fait ça. Donc, il pourrait y avoir cette analyse de jeux vidéo, mais ma compétence en jeux vidéo est faible ou nulle. Mais il y a une fois, j'avais fait ça avec Mass Effect. Et, magnifique. Voilà, avec Mass Effect. Donc là, du coup, on m'avait dit, mais t'as jamais analysé Mass Effect? Je dis non. Mais il faut le faire, c'est génial. Alors du coup, il y a des gens qui m'ont... Il y avait une équipe de e-sport qui a disparu, je crois maintenant, mais qui m'avait invité à Levallois. Et ils m'avaient dit, on va te faire découvrir Mass Effect. Alors ils avaient pris un boss de Mass Effect. Alors évidemment, le boss, évidemment, il dit, bon, je vais te speedrunner Mass Effect, tu vas voir. Et puis il s'arrêtait pour me montrer les endroits intéressants. Et là, il disait matière noire, machin, gravité. Alors je disais, ah ouais, sympa. Donc j'ai vu ça. Donc on a fait une séance comme ça
pour que je découvre le truc, sans jamais toucher le moindre bouton parce que ça aurait mis 6 mois. Et après, on a fait une conférence qui était très marrante, où il y avait donc le gars du e-sport, le gars qui faisait la com, si je veux dire, qui était le community manager du e-sport, qui était là, qui faisait le go-between, qui faisait le journaliste, quoi, qui posait les questions. Il y avait le joueur qui était là, qui jouait en temps réel, à fond, en speedrunant tout. Puis dès qu'il s'arrêtait, il disait « Ah, il y a ça !» Et on faisait ce qu'on faisait, mais avec le public. Il y avait des gens dans la salle. C'était diffusé, c'était pas Twitch, mais c'était diffusé, je sais pas comment. Enfin, c'était assez rigolo. Donc j'ai fait ça une fois. Et sinon, dans les jeux, non, j'en ai jamais vraiment analysé comme je le fais sur les œuvres. C'est comme pour les mangas aussi, c'est pareil. C'est une culture que j'ai un peu, mais que je suis pas né dedans, je suis pas tombé dedans. Donc ça m'en aurait un effort de plus, des séries. On m'a dit les séries, tu connais pas. Vas-y, alors je regarde les séries, les films, les séries, les livres, et après voilà, j'ai moins de temps pour les mangas et pour le reste où je suis pas tombé dedans. Mais il y a plein de choses à faire. Et d'ailleurs, autant. C'est open source, hein. Qui veut le faire peut le faire. Il n'y a pas d'imprimature le hook. Si on le fait, c'est non. Qui veut le faire le fait. D'ailleurs, il y a des gens qui maintenant font ça, ces analyses de monde. Je pense notamment à Clément Pélissier. On en parlait de Clément Pélissier, qui a fait un truc sur Death Note, par exemple. Il a fait toute une analyse. Alors lui, il a une analyse plutôt côté littéraire, mais aussi pas que littéraire, mais une côté littéraire de Death Note, par exemple, de ce manga qui est absolument incroyable. Et donc, voilà, c'est open source. La méthode, elle est pas. Tout le monde fait ce qu'il veut. Il a le droit. Tout le monde a le droit de réfléchir, de se poser des questions. Et chez Parallax, ça pourrait voir le jour, ce genre de. Ça pourrait, on pourrait. Il y a pas eu j'ai pas eu de proposition et j'ai pas, j'ai pas essayé de chercher quelqu'un qui ferait ça. Mais pourquoi pas ? Parce qu'il y a des choses qui pourraient être faites sur ces sujets-là. Mais toujours, c'est pas juste l'idée, c'est pas juste. Enfin, en tout cas dans Parallax, c'est pas juste. On va se marrer en analysant. Bien sûr, ça compte. Bien sûr, ça compte. Ça, c'est la base du truc. Si on démarre, si on s'amuse pas, en pratique, on le fait pas. Donc, il faut qu'on se marre. Mais l'objectif ultime, à la fin, c'est qu'une fois qu'on a fait tout ça, qu'on s'est bien marré, c'est de regrouper tout ça et puis d'en faire quelque chose qui peut être une voie de, on va dire, vulgarisation, de diffusion de connaissances de niveau commun jusqu'à des niveaux un peu plus élevés d'une discipline. Ça pourrait être, je ne sais rien, moi, l'analyse du jeu vidéo. Il y a peut-être des gens qui sont des spécialistes de l'analyse du jeu vidéo. Ça existe. Ça existe certainement, qui savent expliquer plein de trucs, l'histoire du jeu vidéo. Bref, sur le jeu vidéo, par l'intérêt de la science-fiction, faire une analyse, ou alors parler de la physique dans les trucs où ils tiennent sur les murs, comme dans Mass Effect, où il se passe des trucs bizarres. Alors, il y a aussi, je dis ça pour faire de la publicité, il y a une nouvelle petite boîte de jeux vidéo. Disclaimer, je fais partie de la boîte en question, qui s'appelle. Mais je ne fais rien, moi, je suis juste là pour. Déclaration de conflit d'intérêt. Exactement. Je le dis, il faut le dire. On ne peut pas arriver et dire je vais faire de la publicité, mais achetez. Et puis moi, je reviens l'année suivante. Non, il n'y a pas besoin de m'inviter. Je viens avec ma Rolls. Parce que tout le monde des intergalactiques, c'est pas possible. On n'a pas le droit de faire ça. À venir sa Rolls aux intergalactiques, j'avoue qu'une partie de moi a envie de voir ça. Exactement. Donc ça on peut pas faire comme ça. Et donc du coup, c'est une petite boîte qui s'appelle Siphon Games, Fun Science et Games, Siphon Games. Et il y a un jeu qui s'appelle, j'ai déjà oublié le nom, vous voyez, donc je suis un bon. Ça va revenir. C'est un jeu qui est taillé pour être un jeu où on apprend des sciences, mais qui est un jeu. C'est-à-dire, c'est d'abord un vrai jeu vidéo, et dedans, on apprend plein de sciences sans trop s'en rendre compte. Plein de sciences de physique. C'est pas un jeu éducatif. De physique des particules. Non, c'est pas un jeu éducatif. Oui, attention, hein. C'est pas un jeu. Dibou, moi, je les connais les jeux éducatifs. J'en veux pas les jeux pédagogiques. Moi, je sais que c'est pas des jeux parce que j'en ai fait quand j'étais petit. Et j'ai tout de suite vu que ce n'est pas des jeux, c'est merde. Donc, moi, je veux un jeu. Je veux un jeu, moi. Et alors, il se trouve que il y a des fans de Dibou dans la salle, désolé. Non mais Adibou, c'est bien. Nul. Les gamins, ils ont adoré Adibou. C'est un truc de vieux d'ailleurs. Il y en a qui ont fait Adibou dans la salle. Qu'est-ce qui a fait Adibou ? Ah voilà. Bouzigouloum. Mais voilà, c'est les enfants, ils ont adoré Adibou. C'est éclaté. C'est le plus de 30 ans. On les repère. On fini avec ton jeunisme. Dark Souls, c'est mieux que ça. C'est éducatif donc, aussi. Voilà, jeux vidéo, c'est possible. Je pense que tous les supports sont possibles. Voilà. Il faut simplement avoir la culture du support. Pour essayer de trouver les bons endroits, il faut en avoir une suffisamment vaste parce que, c'est un peu aussi ça qui est un peu le, pas le défaut, mais on peut pas faire ce qu'on veut. Si je voulais parler, moi, d'adhésion moléculaire, c'est un super sujet en physique. Et elle est où l'œuvre de SF qui parle d'adhésion moléculaire ? Il n'y a pas Amour chez les gluons ou quelque chose comme ça ? Non, je crois. Voilà, il faudrait l'écrire. Donc, tu vois, si tu peux pas choisir le thème dont tu vas parler, tu choisis l'œuvre qui te permettra de parler du thème que traite l'œuvre. Et donc,
il faut aussi avoir une culture assez vaste dans le support, si c'est des jeux vidéo, pour dire ah oui, non, mais dans cet endroit, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et moi, en SF littéraire, je l'ai, en SF cinématographique aussi, en TV, enfin en série TV, on m'éduque. Donc, voilà. À la fin, tu finis par avoir des références et à faire des cross-références. Sinon, moi, en jeu vidéo, je connais que ce qu'on me raconte, quoi. À part Hearthstone, où moi je joue parce que ça m'amuse, mais c'est tout, quoi. Ça fait léger comme analyse scientifique, Hearthstone, tu vois. C'est un peu. Il y aurait des trucs à dire quand même. Sur Hearthstone, j'ai des choses à dire. Les TCG, il y a beaucoup de choses à dire. Je parlais de Yu-Gi-Oh tout à l'heure. Exactement. J'ai des choses à dire, mais c'est d'autres choses. Là, c'est notre versant, mais que j'ai pas vraiment travaillé, mais qui m'intéresse beaucoup. C'est la partie des jeux. C'est-à-dire que par contre, les jeux, ça m'intéresse. Les jeux de plateau, ça m'intéresse. Moi, je dois avoir 300 boîtes de jeux de plateau chez moi. Je joue de jeux de plateau depuis que je suis tout petit. On a un groupe de... On est 6 joueurs. C'est vraiment un truc de boomer fini, que des mecs. Enfin, c'est un truc horrible. Tu le vends vachement bien. On n'est que nous. Et ça fait 35 ans qu'on n'est que nous. On ne cherche pas à aller ailleurs. On est que nous. Si on a un qui meurt, il y en aura un de moins. On n'en fera pas rentrer un autre. C'est juste plus possible. Bon. Et donc, c'est tout. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Il faut accepter. Voilà. Il faut accepter. C'est la boumitude ultime. Et donc, dans ce groupe-là, on a eu un moment donné, on est des dingues. De façon ou d'une autre, on est tous des dingues. Que des scientifiques et tous, dont des mathématiciens. C'est les pires. Voilà. Et donc du coup, alors c'est vrai en fait. Anecdote, pas une blague. Ouais, c'est ça. Alors donc on a pendant un certain temps, on a fait les débuggers de jeux, de règles de jeu pour jeux des cartes. Alors pour ceux qui sont les vieux, ils s'en rappellent. Pour les nouveaux, ça n'existe plus, jeux des cartes. Donc jeux des la boutique existe toujours, mais l'éditeur de jeux n'existe plus. Hein? C'est JD Édition. Ah oui, mais ça c'est plus. Ouais, mais et donc du coup pour des jeux des cartes et pour d'autres jeux, pour des éditeurs américains, on avait débugué des règles de jeu. Et on avait et en fait la fois où on s'est rendu compte qu'on était fou, on le savait un peu, mais là ça s'est prouvé, c'est que il y avait pour un éditeur américain, il y avait un jeu qu'on avait débugué. On a fait une seule partie de ce jeu et on a renvoyé 60 pages de notes. Alors le mec a reçu les notes. Il a dit c'est vachement, putain, c'est incroyable les gars, c'est super, vous avez fait un boulot de débugage génial. Il y a plus de boulot que dans les 203 parties que j'ai fait jouer depuis 6 mois. C'est vraiment super, merci les gars. D'ailleurs, je vous envoie $100. On avait reçu un billet de $100, on a acheté, c'est cool. C'était à l'époque où Internet, PayPal, tout ça, c'est tu reçois un billet de $100, puis tu dis tu vas à la banque, tu prends des francs et t'achètes des bonbons et tu dis c'était cool parce que dans nos parties de jeu, grâce à toi, on a mangé des bonbons et des trucs pendant plein de parties de jeu. Mais il y a eu beaucoup de plaisir. Et donc le gars nous a dit ça et j'ai jamais osé lui avouer qu'on avait fait une partie. De son jeu et qu'on en ait plein d'infos parce qu'on est tellement dingue que voilà, c'est ce problème de simulation, de calculer, d'anticiper, de rejouer la règle, de changer tout. On le fait comme scientifique parce que c'est ça aussi le travail du scientifique, c'est imaginer des mondes possibles pour décrire le réel. Il y a quelque chose de commun avec la science-fiction, c'est et si. Et si c'était comme ci, et si c'était comme ça, et si, puis il y en a plein que tu jettes parce que la manip te dit que ton truc c'est de la merde, ça marche pas. Dans la réelle expérimentale, ton truc ça marche pas. Mais dans la science-fiction, ça fait toutes ces histoires incroyables. Donc c'est ça qui est plaisant dans la science-fiction. Il y a un ressort intellectuel qui est commun avec la science, qui est ce ressort de l'expérience de pensée, et si c'était comme ci, ça ferait quoi? Comment on pourrait bricoler le truc? Et puis dans la science-fiction, évidemment, on fait ce qu'on veut. C'est ça la grande liberté qu'on a moins en science, qu'à la fin on peut faire ça, mais à la fin il y a un juge de paix. Alors dans la science-fiction, ça se vend pas. Donc c'est un peu le juge de paix cruel, mais dans la science, c'est l'expérience. Hein. C'est l'expérience. C'est l'expérience, l'observation. On dit ton idée, je regarde, ça marche pas, dehors. Donc il y a des points communs. C'est pour ça que c'est peut-être pas complètement hasard finalement de certaine façon si c'est un scientifique, ce travail science et science-fiction, si c'est moi qui l'ai fait, moi pas moi, mais si c'est un scientifique qui fait ça, et si ça marche bien aussi parmi les scientifiques. C'est du super travail et je pense que merci. Si ça vous plaît, si ça amuse les gens, c'est cool parce que moi ça m'amuse beaucoup de le faire. Donc nous ça nous amuse. Hein. Je pense qu'on peut conclure là-dessus sur le fait que ton travail est vachement chouette et que ça amuse beaucoup de gens. J'ai un petit mot. Mais j'insiste quand même sur le fait qu'il faudrait quand même que tu parles de Starfield à un moment. Bon alors on va noter. Je prends des notes.
note. Il faut que... Et je pense qu'on peut conclure maintenant. Donc, je remercie encore une fois les Intergalactiques parce que je vois Jal de nous avoir invités, parce que ça fait vraiment très très plaisir. Merci Roland d'avoir accepté de répondre. Merci à vous d'avoir accepté d'écouter mes déséquilibrations. Là, vous êtes sympa. On était un petit comité, c'était très cool. C'était vraiment sympa. Puis Intergalactique, c'est la 2e fois que je suis invité aux Intergalactiques. Alors, génial. Merci encore aussi. Ça me fait très plaisir d'être de retour ici. On vous revoit aux Utopiales. Ah ben, aux Utopiales, si je suis pas, c'est que je suis mort. Donc j'espère que vous me verrez. Du coup, et vous me verrez parce que sinon, c'est chaud, quoi. Ça veut dire que c'est grave pour moi, quoi. Bon, et ben merci à tous. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Merci.